Au cours de cette capsule, j'aimerais vous présenter ce qu'est le Québec d'un point de vue historique et littéraire. Nous allons donc regarder les grandes caractéristiques qui permettent de comprendre le Québec, sa géographie, son histoire, les liens que le Québec entretient avec les autres cultures, ainsi que les grands faits de son histoire littéraire et culturelle. D'abord, posons-nous la question de ce qui définit le Québec. Premier élément de cette culture québécoise, c'est l'idée de survivance. Les Québécois forment un peuple de langue française en Amérique du Nord qui a survécu à différentes vagues de colonisation. Les Québécois forment aussi un peuple de 8 millions de personnes sur un continent qui compte 300 millions de personnes qui parlent l'anglais. La question de la survivance est donc au cœur de l'identité du Québec, l'impression d'avoir survécu pendant les siècles à différentes vagues et à différentes menaces qui lui a permis tout de même de survivre jusqu'au 21e siècle. Le second aspect de l'identité ou de la constitution culturelle du Québec est celle qu'on appelle de la surconscience linguistique. Bien sûr, la question de la langue a été déterminante dans l'identité du Québec. Et cela se reflète également chez les écrivains qui vont faire du matériau de la langue ou de l'élément lié à la question linguistique un élément fondamental de leur travail dans les œuvres. Ce qui ne veut pas dire nécessairement un alignement complet avec les règles du français tel qu'il est pratiqué en France. Au contraire, parfois, certains écrivains ont plutôt voulu valoriser les particularités de la langue québécoise. Aujourd'hui, on pourrait dire que les écrivains disposent d'un vaste arsenal de possibilités linguistiques qui vont de la langue populaire à l'anglais, aux autres langues et bien sûr au français tel qu'on l'utilise en France. Troisième élément de cette particularité de la culture québécoise est la différence nord-américaine. D'une part, le Québec est une culture de langue française en Amérique, ce qui comporte bien sûr un certain nombre de changements par rapport à des peuples francophones d'Afrique ou de l'Europe, mais aussi le Québec est un État foncièrement différent dans l'Amérique du Nord. Il l'est bien sûr d'abord par la langue, il l'était il était autrefois par la religion catholique qui était pratiquée. Aujourd'hui, la population québécoise est plutôt athée. La différence nord-américaine du Québec est aussi celle de son système légal, puisque le Québec utilise le Code civil, comme la plupart des autres pays du monde, mais à la différence des pays anglo-saxons, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le reste du Canada, et aussi le Québec a une différence sociale, politique et économique, ayant décidé de baser son économie et sa société sur un système d'égalité des personnes où le rôle des coopératives, le rôle de l'État est toujours très important. Le Québec est aussi ce qu'on appelle une culture hivernale ou nordique. Et là, tout le débat pourrait se poursuivre sur la différence entre une société hivernale et nordique. Le fait est que le Québec partage certaines des caractéristiques des autres cultures nordiques. On pense particulièrement à la Scandinavie, notamment pour son système social, les valeurs d'égalité, aussi le rapport qu'on peut avoir avec la nature. Et en même temps, le Québec est largement marqué par l'hiver. C'est l'endroit où les géographes disent que le nord descend le plus au sud, c'est-à-dire que Montréal est situé à 45 degrés de latitude, qui équivaut environ au sud de la France, mais connaît des hivers très rigoureux, tels qu'on pourrait les retrouver en Sibérie ou au Groenland, avec des températures de moins 20 et de moins 30. Un climat subarctique durant l'hiver, un climat subtropical durant l'été, fait que cette condition du temps qu'il fait a des incidences sur l'identité et bien sûr sur la culture. Autre élément de la culture québécoise, celle d'une hésitation, d'ambivalence entre le nomadisme et l'enracinement. Et depuis le début de la colonie au XVIe siècle, on sent cette oscillation entre le fait de bouger constamment sur le territoire, qui est un signe de nomadisme, et le fait de s'enraciner. Il faut savoir que les Québécois d'origine sont aussi des Québécois souvent mixtes d'origine autochtone, donc de ceux qui vivaient
en Amérique avant l'arrivée des Européens et d'une influence d'abord française, ensuite anglaise et de bien d'autres cultures européennes. Donc, l'hésitation entre nomadisme et enracinement se poursuit aujourd'hui. Un signe parmi d'autres serait les fréquents déménagements, par exemple dans la ville de Montréal. Un grand nombre de personnes chaque année changent d'appartement. Ça peut être aussi un autre fait que l'on retrouve dans d'autres pays nordiques, c'est-à-dire le déplacement durant l'été et durant l'hiver de la résidence principale à un chalet, c'est-à-dire une résidence plus près de la nature, dans les bois ou sur le bord d'un lac. Autre élément de la culture québécoise est celle d'un besoin constant de reconnaissance. Bien sûr, le Québec forme une petite culture à l'échelle de l'Amérique du Nord. Dans l'ensemble du monde, d'autres cultures de même taille survivent très bien, mais la pression continuelle qui a fait en sorte que la culture québécoise a dû se défendre fait en sorte que la culture québécoise est en besoin constant d'exportation, de reconnaissance vers l'étranger pour sentir ses conditions mêmes d'existence et d'épanouissement. On peut retrouver dans la culture québécoise ce qu'on appelle l'esprit normand. Vous connaissez peut-être l'expression d'un Normand qui va souvent répondre à une question, peut-être oui, peut-être non. Donc, cette hésitation qui peut paraître une faiblesse, une indécision par rapport à ce qui l'entoure, est aussi une marque de l'importance du phénomène du consensus. Les décisions au Québec, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, fonctionnent davantage par l'idée de consensus, de rallier le plus grand nombre de personnes autour d'une solution mitoyenne, plutôt que d'un esprit d'opposition entre différentes factions qui provoquerait des gestes de rupture ou des gestes encore plus extrémistes. Donc, l'idée de consensus, encore une fois, que l'on retrouve dans d'autres cultures nordiques, est très présente au Québec. C'est la façon souvent de prendre les décisions par consultation, par négociation, par affinage des propositions jusqu'à ce qu'elles répondent à quelque chose qui soit valable pour le plus grand nombre plutôt que de l'imposer. Ce même esprit normand est aussi présent dans le statut politique du Québec. Tant que la situation reste acceptable pour la majorité, la situation demeure celle qui a cours. Donc, cette idée de consensus, d'esprit normand, peut-être oui, peut-être non, donne une négociation davantage par consensus plutôt que par grand débat. Vous voyez ici toute la différence de cette société avec les débats politiques français, où il y a plutôt opposition de différents groupes qui permet ensuite la décision par imposition à un certain groupe, mais avec des positions plus radicales. Autre valeur importante de l'identité québécoise, celle de l'égalité des personnes. Dès les années 70, le Québec devient l'un des premiers États dans le monde à mettre en sorte que l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité de l'ensemble de ceux qui se retrouvent sur son territoire est la valeur première qui doit être défendue. Aujourd'hui, ces valeurs de féminisme sont même dans les politiques extérieures du Québec, comme elles sont bien sûr présentes à l'intérieur. Cette idée d'égalité homme-femme est si importante, et je ne vous donne qu'un exemple, qu'il est par exemple illégal au Québec pour les époux, un homme et une femme qui se marieraient, de changer le nom d'une des personnes. Donc une femme qui épouse un homme n'a pas le droit de changer son nom, elle doit garder son nom de jeune fille. Donc vous voyez, cette idée d'égalité des personnes, malgré l'esprit de consensus, est allée très loin à l'intérieur du Québec. Bien sûr, on pourrait discuter aussi d'un point de vue social ou d'un point de vue économique, ce qui signifie cette égalité. Disons simplement que le système d'imposition ou de taxation au Québec fait en sorte que les Québécois paient les impôts les plus élevés en Amérique du Nord et que cela, bien sûr, se traduit par un système social, de filet social important où l'égalité économique des personnes comme l'égalité sociale importe. Finalement, dernière caractéristique pour comprendre cette société, c'est le refus du patrimoine. Ça peut sembler assez étonnant puisque d'autres sociétés en situation de survivance, menacées par d'autres États ou d'autres cultures autour d'elles, se replient parfois par des valeurs traditionnelles, des valeurs du passé. Ce n'est pas du tout le cas pour la culture québécoise et la raison vient certainement de d'autres cultures de langue française en Amérique du Nord qui ont disparu dans les dernières années. On pense à la Louisiane,
on pense aux cultures de langue française dans le reste du Canada, qui s'étaient appuyées sur un patrimoine, disons, du folklore. L'ensemble des efforts que fait le Québec pour préserver sa culture est plutôt dans la création d'œuvres nouvelles, d'œuvres contemporaines, pour s'adapter et adapter la culture au monde contemporain, plutôt que dans la préservation des valeurs ancestrales. Ces caractéristiques font donc à la fois la différence, la ressemblance du Québec par rapport à d'autres sociétés et peuvent vous permettre de comprendre les œuvres culturelles qui sont produites dans une complexité, une hésitation, une ambivalence qui est tout à fait différente de celle que l'on pourrait retrouver, par exemple, en France. Quelques notions maintenant de géographie pour comprendre le territoire québécois. Le territoire québécois est souvent l'une des marques qui différencie par la température, par le climat, la culture québécoise, mais aussi cela permet de comprendre les illusions qui se cachent derrière la carte du Québec. Voyons donc sur cette carte où on voit à la fois l'Europe, l'Amérique du Nord et aussi l'Arctique vers le Groenland, la situation du Québec. Donc, le Québec est un territoire qui ressemble à une immense péninsule au nord-est de l'Amérique qui tend vers le nord-est de l'Europe et vers l'Europe. Donc, en Amérique du Nord, il y a des frontières naturelles formées par le fleuve Saint-Laurent, nous y reviendrons, par la baie d'Hudson, qui fait en sorte que ce territoire semble une excroissance à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Il l'est pour des questions politiques, des questions linguistiques, des questions sociales, mais il l'est aussi de façon géographique. Le fait que le Québec est situé à l'endroit où il est fait aussi état de la porte d'entrée qu'il a été pendant longtemps pour ceux qui arrivaient de l'Europe. Donc le fleuve Saint-Laurent que vous voyez au sud du Québec permet d'atteindre l'intérieur des terres de l'Amérique du Nord jusqu'au Grand Lac, jusqu'au Mississippi et donc sur tout le continent nord-américain. Deuxième élément que l'on pourrait déduire de cette carte, outre, notez-le, la ville de Montréal qui est au sud et qui donc correspond au sud de la France, c'est la taille du territoire québécois. Le territoire québécois équivaut à 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui représente 3 fois la superficie de la France. Pour autant, il n'est pas occupé de la même manière et certainement pas occupé de manière égale. L'ensemble du territoire nordique du Québec, tout le premier tiers du territoire nordique du Québec, n'est occupé que par 50 000 personnes. Donc l'essentiel de la population se regroupe sur les berges du fleuve Saint-Laurent. 80% de la population du Québec vit à proximité du fleuve. Il ne faut pas oublier, et cette carte nous le démontre aisément, que le Québec est ce qui reste de l'Empire français en Amérique du Nord. Cet empire français était autrefois très vaste. Vous le voyez ici à différentes étapes historiques, mais donc cette nouvelle France occupait l'essentiel des États-Unis, du Canada qui était peu exploré à l'époque, et bien sûr du territoire québécois actuel. Donc il faut voir le Québec comme ce qu'il reste de cet empire, toujours actif, mais qui avait une extension beaucoup plus grande dans l'histoire. Cette carte du Québec démontre bien la variété du territoire québécois. Donc, vous voyez tout au centre, et j'y reviendrai, le lac Saint-Jean, qui est aussi définitoire du Québec, mais surtout le grand fleuve Saint-Laurent, qui se poursuit jusqu'au lac Ontario et vers les autres lacs à l'intérieur. Le Québec est un pays de lacs et de rivières, très peu de montagnes très hautes, un seul fjord, mais un territoire qu'on dit qui compte plus d'1 million de lacs. Donc, 1 million de lacs pour un territoire où vivent 8,5 millions de personnes, ce qui peut faire rêver, bien sûr, mais l'essentiel de la population se retrouvant au sud, il y a aussi une concentration de la population qui ressemble à bien d'autres pays. Donc, ce territoire, 1,5 million de kilomètres carrés, est occupé par 8 millions d'habitants. De ces habitants, 80% de la population du Québec a comme langue maternelle le français. Or, 95% de la population peut toutefois s'exprimer en français, ce qui veut donc dire que le français conserve une force d'attraction. Bien sûr, tout un régime linguistique s'est mis en place
pour valoriser le français, pour faire en sorte que ceux qui arrivent de l'étranger, qui s'installent au Québec, aient une éducation en français. Mais donc, la différence avec le reste de l'Amérique du Nord et même du Canada est majeure. Notons simplement que dans le reste du Canada, sauf le Québec, moins de 5% de la population peut parler le français. Donc, quand on dit que le Canada est un pays bilingue, la réalité est différente. Le Québec est un État unilingue de langue française et pour l'essentiel, sauf exception vers le Nouveau-Brunswick, le reste du Canada est un État de langue anglaise. 10% de la population est de langue maternelle anglaise, ce qui est bien normal compte tenu de l'aspect géographique. Et le Québec a un statut ambigu qui a fait l'objet de nombreux débats dans l'histoire et jusqu'à récemment, c'est-à-dire que le Québec légalement est l'une des 10 provinces du Canada, mais que l'attachement à l'État fédéral canadien ou au Québec est inversé dans le cas du Québec. Pour les Québécois, leur gouvernement ou leur Assemblée nationale, c'est ainsi qu'elle s'appelle, est à Québec, alors que pour les autres habitants du Canada, leur gouvernement national est à Ottawa, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Donc, légalement, le Québec est une province, c'est-à-dire qu'il partage ses pouvoirs avec le reste du Canada dans des conflits permanents, mais je ne rentrerai pas sur cette question. Et il existe depuis au moins 200 ans au Québec une volonté d'autonomie politique qui a été marquée par des référendums pour la souveraineté. Donc une question qui est dormante, qui n'est pas essentielle à tous les jours dans les débats politiques, mais qui tout de même est déterminante pour comprendre le Québec. Même si le Québec politiquement n'est pas un État indépendant, sa culture, sa langue et sa société sont radicalement distinctes de ce que l'on retrouve ailleurs, ce qui explique peut-être le statut ambigu d'un point de vue politique, puisque d'un point de vue linguistique et d'un point de vue culturel, c'est une culture forte qui s'autodétermine par ses propres institutions. Quelques images, bien sûr, pour qu'on puisse entrer dans cet état d'esprit qu'est le Québec. D'abord par sa ville, probablement la plus belle, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la ville de Québec. Québec est la capitale et le nom de l'État. Donc, on dit ville de Québec en anglais, City of Quebec, pour distinguer le Québec comme un État. Donc, Québec est la capitale du Québec. Et vous voyez, c'est une ville magnifique, bien restaurée, témoin à la fois d'un passé colonial et d'une vie contemporaine culturelle importante. Et c'est la deuxième ville du Québec. Donc une population avec les banlieues d'environ 1 million d'habitants. Montréal est la métropole du Québec. Donc, les villes qui entourent Montréal regroupent 3,5 millions d'habitants. Donc, presque la moitié de la population québécoise vit autour de cette métropole. Montréal était autrefois aussi la métropole de l'ensemble du Canada. Elle comporte de nombreuses industries, mais aussi c'est une place financière importante en Amérique du Nord. Donc, c'est une ville à l'américaine et à l'européenne à la fois. Vous voyez sur cette photographie, surtout dans la luminosité jaune au premier plan, ce qui était autrefois le bord de mer, le reste étant des quais aujourd'hui, mais donc la ville du 18e et du 19e siècle, et en arrière-plan, plutôt une ville nord-américaine avec des gratte-ciels, une vie active importante qui font la dichotomie de Montréal. Montréal est aussi le lieu où la plupart des anglophones et la plupart des immigrants vivent. Donc la diversité linguistique et culturelle de Montréal est beaucoup plus grande que celle de la ville de Québec, qui est essentiellement de langue française, ou du reste du territoire québécois. Montréal est une ville culturellement très active. On voit ici la place des festivals au cœur du centre-ville de Montréal. Pendant la saison estivale, donc pendant que la température est entre 20 et 30 degrés, presque tout le centre-ville de Montréal est fermé aux voitures et c'est une succession de semaine en semaine, du mois de juin jusqu'au mois d'août, de différents festivals publics et culturels, des concerts, des spectacles, des rassemblements populaires qui font en sorte que la ville sort à l'extérieur, alors que bien sûr durant l'hiver,
elle est repliée vers l'intérieur, mais Montréal devient alors une des grandes capitales culturelles. L'effort fait par l'État québécois pour la culture est très important. Donc, plusieurs des activités culturelles sont gratuites, offertes à la population dans un processus de démocratisation de la culture. Autre aspect de Montréal, c'est aussi une vie de quartier, une vie d'architecture modeste, d'ouvriers. Et on voit ici, dans l'architecture traditionnelle d'un quartier montréalais, ces maisons ou plusieurs logements l'un sur l'autre, avec une petite cour intérieure ou une ruelle, et ces escaliers emblématiques de Montréal situés à l'extérieur. Vous me direz qu'il n'est pas très pratique, il n'est pas très ingénieux d'avoir des escaliers extérieurs alors qu'il neige beaucoup à Montréal, mais c'est aussi un fait de l'architecture montréalaise et bien sûr qui peut causer certains ennuis et accidents. Je vous mets cette photo pour ceux qui ne vivent pas dans un climat hivernal pour faire en sorte que vous comprenez bien que l'hiver n'est pas qu'un phénomène anecdotique à Montréal. Voici, après le lendemain d'une tempête de neige, la situation qu'on peut retrouver. Il neige beaucoup à Montréal, il neige encore plus à Québec. L'hiver est une période qui ne dure pas que 3 mois. Les premiers flocons arrivent à Montréal au début novembre, parfois en octobre. La neige n'occupe pas l'ensemble de la surface avant le mois de décembre ou la fin décembre, autour de Noël essentiellement. Et la neige dure jusqu'au mois d'avril. Donc essentiellement de décembre à avril, on vit dans un climat neigeux avec au moins 6 mois où il peut tomber de la neige. Donc c'est un climat assez rude et en même temps un climat de grande beauté puisque la neige apporte dans la ville une luminosité qui manquerait en hiver s'il n'y avait pas cette couleur blanche sur le sol, apporte aussi des désagréments pour les gens qui y vivent et qui veulent se déplacer, mais aussi toute une armada de mesures qui fait en sorte que la situation que vous voyez sur la photo sera probablement réglée d'ici quelques heures, puisque les machines enlèveront la neige. On en voit une derrière, au fond de cette photographie, mais donc un effort pour enlever la neige de la ville, mais la neige fait partie tout à fait à la fois de l'identité et de la réalité du Québec. Autre région, et on pourrait passer bien du temps à regarder les différentes régions du Québec, mais une région que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres littéraires, dont celle de Lise Tremblay, qui est le Saguenay. Le Saguenay est une rivière large comme un fleuve, et c'est aussi l'un des très rares fjords que l'on retrouve au Québec. Vous l'avez ici sur ce magnifique tableau peint par Lucius O'Brien, Lever de soleil sur le Saguenay à Cap-Trinité en 1880. Donc, des grandes surfaces de roc et une rivière qui se connecte au fleuve Saint-Laurent et donc à l'Europe par la suite, mais qui permet de pénétrer à l'intérieur des terres au nord. Le Saguenay est aussi une région où il neige encore plus qu'à Québec ou à Montréal. Donc, durant l'hiver, c'est vraiment un repli dans des maisons ou dans des chalets. C'est une région forestière, donc on retrouve beaucoup d'épinettes et de sapins, et bien sûr un grand nombre de lacs qui gèlent durant l'hiver et qui provoquent d'autres surfaces enneigées et blanches. Voici une autre photo de la magie que peut faire la neige au Mont-Valin, qui est un parc situé tout près d'où vit aujourd'hui l'écrivaine Lise Tremblay. Bien sûr, durant l'été, le paysage change radicalement et on voit que cette rivière très large, très puissante, a une force d'évocation très grande. Quelques mots maintenant sur l'histoire du Québec. Sans entrer dans les détails, pour poser les paramètres de cette histoire, regardons quelques dates et j'ajouterai toujours immédiatement à cette liste de dates que vous avez devant vous les noms par lesquels se désignent les Québécois. Et vous verrez qu'il y a eu une évolution qui peut causer une certaine confusion, mais qui permet de voir qu'aujourd'hui, les Québécois se nomment à très grande majorité des Québécois. Si vous demandez à une personne qui vit à Montréal, au Saguenay ou à Québec qui elle est, elle ne vous répondra pas immédiatement qu'elle est canadienne, elle répondra essentiellement qu'elle est québécoise. Ce terme, toutefois, est apparu, disons, vers les années 60, dans l'après-guerre.
Auparavant, les Québécois d'aujourd'hui se désignaient comme Canadiens français, c'est-à-dire que le mot canadien y était, mais la langue définissait aussi cette identité. Le terme canadien lui-même apparaît vers 1760, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, au moment en tout cas d'une fracture importante dans le terme canadien, puisque le français a longtemps été interdit ou en tout cas réduit dans la vie publique au Québec. Donc, à partir du milieu du 19e siècle, ceux qui s'appelaient les Canadiens sont devenus Canadiens français. Sous ce terme canadien qui commence autour du 18e siècle, se retrouve l'idée de ceux qui vivaient sur le territoire québécois mais qui n'étaient pas français. Donc, les Français arrivent en Amérique du Nord et au début, on n'a que des Français et des Autochtones. Donc, les Français se sentent un attachement par rapport à la France qui est encore très fort et donc ils ne ressentent pas le besoin de se nommer autrement que Français. Et à partir de, disons, 1800, la fin du 18e siècle, certains qui sont nés au pays commencent à s'appeler Canadiens. D'où l'évolution de Français à Canadien français et aujourd'hui à Québécois. Le territoire québécois commence à être peuplé dès le moment où la glace quitte le territoire. Autrefois, la péninsule du Québec était une immense surface glacée. Donc la glace fond et dès 12 000 avant notre ère commune, on retrouve des traces de la présence amérindienne, donc des Premières Nations qui vivaient sur le territoire ou des Autochtones. Le pays est visité à la fois par des Basques, par des Vikings, par des Inuits qui descendent du nord vers la plaine du Saint-Laurent, autour de l'an 1000. Mais on considère que la découverte, et bien sûr ce terme est un peu prétentieux d'un point de vue eurocentrique, puisqu'il existait des gens auparavant, plutôt la découverte par l'Europe du territoire québécois, commence en 1534 par un marin français, Jacques Cartier, qui prend possession au nom du roi de France de l'ensemble du territoire qui sera la Nouvelle-France. Mais ça prend beaucoup de temps avant que la première ville, Québec, soit fondée, près d'un siècle plus tard, en 1608. Et en 1701, il existe ce qui s'appelle la Grande Paix de Montréal, c'est-à-dire que les Français font la paix avec l'ensemble des populations qui occupaient ce territoire envers eux, donc les populations autochtones. Cela durera peu puisqu'en 1760, et c'est toujours le cas aujourd'hui par les institutions fédérales canadiennes qui sont le relais des institutions britanniques, les Anglais prennent le contrôle de la Nouvelle-France en Amérique et c'est le début d'une période où le Royaume-Uni domine le Québec, le Canada et l'ensemble de l'Amérique du Nord jusqu'à l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. En 1840, le rapport Durham est un événement traumatique pour la plupart des gens qui vivent au Québec de langue française, puisque les Anglais envoient ce Lord Durham pour voir quels sont les problèmes qui se vivent dans la colonie qui est alors le Canada français. Et Durham conseille en fait une anglicisation forcée de la population du Québec, l'interdiction du français au Parlement, bref, un ensemble de mesures pour restreindre l'usage de la culture française en Amérique du Nord. D'où la réaction très forte d'intellectuels canadiens-français pour, au contraire, valoriser à la fois le français, leur culture et leur histoire. Au XXe siècle, on connaît une période dans les années 40 et 60, à l'image de ce que l'on peut retrouver dans bien des pays européens, qu'on appelle la Grande Noirceur, c'est-à-dire une période où un gouvernement très à droite contre les intellectuels, contre la différence culturelle et sociale que l'on peut retrouver dans la société, contre les syndicats, contre le socialisme, fait en sorte que le Québec est plongé dans ce qu'on appelle la Grande Noirceur, une période où intellectuellement, il est très difficile d'avoir la liberté d'expression. Et cette grande noirceur fait écho à partir de 1960 à une période dont on sent toujours aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les effets qui s'appellent la révolution tranquille. Pourquoi une révolution? Pourquoi tranquille?
la Révolution n'est pas si tranquille. En fait, l'ensemble des institutions qui appartenaient à l'Église, l'ensemble des institutions qui appartenaient aux forces de droite sont cédées à la faveur d'un État interventionniste, d'un État qui veut démocratiser l'ensemble de la société, de l'éducation, de la culture, qui veut valoriser la langue française, qui veut renverser aussi l'état de fait qui est le suivant. Dans les années 60, la population de langue française est la plus pauvre, non seulement au Canada, mais au Québec. Donc, le renversement pour eux passera par une valorisation culturelle, une valorisation linguistique, le rôle de l'État, mais aussi un enrichissement collectif important. Aujourd'hui, quand on regarde ces principes de la Révolution tranquille, on doit constater qu'en effet, le français est devenu la langue d'usage au Québec, la culture est florissante et les institutions qui ont été mises en place pour valoriser l'enrichissement à la fois collectif et individuel ont fonctionné et les Québécois ont aujourd'hui un niveau de vie équivalent à ce que l'on retrouve en Amérique du Nord. Cette idée de révolution tranquille a aussi donné l'idée à certains de faire l'indépendance du Québec, donc de transformer le Québec en un pays. Et l'élection du Parti québécois en 1976 est la marque de cette volonté d'autonomie plus grande par rapport au reste du Canada. En 1980, puis en 1995, le Parti québécois tient des référendums sur l'indépendance. Le premier en 1980 se solde par un taux de personnes qui dit oui de 40%, et en 1995, 49,6% de la population dira oui à ce référendum. Aujourd'hui, aucun référendum nouveau n'est prévu, mais cette question demeure, comme je le disais au début, sous-jacente, elle demeure importante à l'intérieur de la société et de la politique québécoise. Pour la période contemporaine, on vit une période de calme relatif. Les questions d'égalité sont toujours au cœur des actions qui sont prises. Aucune remise en question du rôle de l'État jusqu'à maintenant. Les inquiétudes sur la langue française demeurent constantes et une espèce d'enrichissement à la fois des régions, d'enrichissement collectif et personnel qui a pris la place au débat beaucoup plus houleux que l'on vivait dans les années 60 et dans les années 70. J'ai évoqué à quelques reprises la comparaison que l'on peut faire du Québec avec d'autres cultures nordiques, mais en réalité, les liens du Québec avec les autres cultures concernent davantage la France, le reste du Canada, les États-Unis et bien sûr le contexte de la francophonie. Les liens du Québec à la France sont complexes. D'une part, la France est à la source de la Nouvelle-France qui est par la suite devenue le Québec. Et la population qui vit au Québec a ressenti en 1760, au moment du passage de la domination française vers la domination britannique, un abandon de la France qui ne se préoccupait plus de cette colonie au nord de l'Amérique. Aujourd'hui, on peut parler entre la France et le Québec du partage de deux cultures restreintes. Une culture restreinte étant une culture, par exemple, de livres, de romans, d'éditions, de films d'auteurs, etc. Donc, une partie de la culture, qui n'est pas la culture populaire, est partagée entre la France et le Québec. Par contre, lorsqu'il est question de culture populaire, on pense à la chanson, on pense au végétariat, on pense à la télévision, on pense au cinéma populaire, comédie. La France et le Québec partagent deux cultures entièrement différentes, en fait, qui communiquent très peu. Il y a peu d'échanges culturels dans le domaine de la culture populaire entre la France et le Québec. Pour la langue, bien sûr, le Québec et la France partagent la langue française. C'est la langue commune, c'est la langue d'usage courant. C'est aussi la langue qui est utilisée par la majorité des populations dans les deux cas. Est-ce que la langue québécoise et la langue française, telle qu'elle est parlée en France, diffèrent beaucoup? Les avis divergent à ce point de vue. Bien sûr, les accents, à mesure qu'on va dans un point de vue populaire, divergent. L'accent des banlieues françaises, par exemple, a très peu à voir avec l'accent de l'Est de Montréal. On pourrait dire la même chose de toutes les cultures populaires de ce point de vue. Par contre, dans l'usage des mots, nous avons une grande variété de sens. Donc, pour un même mot de langue française, l'usage, la fonction et le sens pourront être différents.
Là où il y a une grande différence également, c'est dans l'invention des mots nouveaux. Les mots nouveaux donc sont proposés à la fois par l'Office québécois de la langue française pour le cas du Québec et par l'Académie française pour le cas de la France. Donc, l'évolution des mots suit deux régimes très différents. L'Office québécois de la langue française trouvant plus urgent de développer des mots pour lutter contre la présence de l'anglais, alors que l'Académie française est plus prudente dans la création de nouveaux mots. Donc, il arrive que des néologismes, des nouveaux termes de langue française soient développés au Québec et employés en France. Pensons simplement au terme courriel pour désigner un envoi de courrier électronique qui a été créé au Québec et qui est aujourd'hui employé en France. L'autre différence majeure, c'est à l'américaine de suivre davantage les courants sociaux d'un point de vue linguistique. Donc, ce qui signifie dans le cas du Québec une féminisation des formes et des fonctions qui est aujourd'hui obligatoire depuis plus de 30 ans, alors qu'il existe toujours des débats en France. D'un point de vue politique, la stratégie officielle de la France est celle qu'on désigne par l'expression suivante, non-ingérence et non-indifférence. Donc, la France ne se mêlera pas du conflit du Québec avec le reste du Canada, notamment, et en même temps, la France n'est pas indifférente au sort que choisira le Québec. Entre le Québec et le Canada existe une situation à la fois stable et tendue. Le Canada est vu par la majorité des Québécois comme le descendant de l'Empire britannique qui a occupé le Québec suite à la France. Donc la relation se passe difficilement. Comme je l'ai mentionné au début, pour les Québécois, l'Assemblée nationale du Québec est leur Parlement national, alors que pour l'ensemble des autres au Canada anglais, le Parlement national sera le Parlement fédéral. Donc on a une distinction ici qui crée souvent des conflits de juridiction entre l'État québécois et l'État fédéral. Il faut savoir aussi que ce partage des pouvoirs est imparfait et il est imprécis. Et souvent, l'intervention de l'un touche à l'intervention de l'autre. Le Québec est aussi le début historique du Canada. Donc, à partir de 1534 ou aux fondations de Québec en 1608, alors que le reste du Canada doit attendre le 19e siècle et parfois le début du 20e siècle pour se développer. Il y a donc une antériorité historique au Québec qui est importante. L'autre fait marquant, c'est que la population du Québec à la Nouvelle-France s'est mélangée avec les populations autochtones très tôt, créant une origine mixte entre l'autochtonie et la France ou les Français. Alors que ce mélange entre autochtones et européens ne s'est pas fait puisqu'il est arrivé plus tardivement dans le cas du Canada anglais. Même si le Québec est au début historique du Canada, c'est un aspect qui lui échappe constamment. Vous l'avez vu, le Québec réclame une autonomie politique plus grande, n'utilise pas la même langue, le système social différent. Souvent, les avancées sociales ou d'égalité des personnes commencent au Québec et ensuite se répercutent au Canada. Un des faits très importants aussi qui distingue le Québec du Canada anglais est la relation aux États-Unis. Nous y reviendrons plus tard. Et le Québec est aujourd'hui considéré une société distincte, une nation pour certains distincte à l'intérieur du Canada. C'est une différence fondamentale par rapport non seulement au Canada, mais au reste du continent nord-américain. Ceci nous amène à la relation entre le Québec et les États-Unis, qui est d'une certaine façon, par certains égards, le prolongement de la relation du Québec avec le Canada, mais sous un régime bien différent. Le Québec a été tenté à différentes périodes de son histoire, au 19e siècle, de joindre les États américains, qui étaient une république face au régime britannique. Donc une certaine forme d'indépendance qui serait venue par les États-Unis. En même temps, aujourd'hui, on comprend bien que ça aurait été la fin du fait français, de la culture québécoise, aussi du système social tel que conçoit le Québec. Donc aujourd'hui, cette tentation n'existe absolument plus. En même temps, le Québec, fort de sa culture, fort de sa langue, fort de son système social qui est très différent, a une relation avec les États-Unis qui est une situation un peu d'indépendance, au sens où le Québec sait qu'il n'est pas compris et pourtant veut commercer avec les États-Unis, veut échanger avec les États-Unis. Donc la relation du Québec avec les États-Unis est par exemple celle où le Québec a valorisé le libre-échange avec les États-Unis, alors que le Canada anglais le craignait beaucoup.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité québécoise résiste à l'identité états-unienne, alors que l'identité du Canada anglais est beaucoup plus perméable à l'influence américaine. Donc, les Canadiens anglais ont l'impression que, outre leur système social, leur culture, leur langue, leur consommation culturelle est très semblable à ce qu'on voit aux États-Unis, ce qui n'est absolument pas le cas entre les Québécois et les États-Unis. Le Québec, c'est aussi un immense empire colonial français qui aujourd'hui est en territoire américain. C'est aussi une immigration québécoise à la fin du 19e siècle. Un tiers de la population du Québec a immigré vers les États-Unis pour des raisons économiques, qui est une espèce de diaspora. On retrouve des traces d'Américains de l'Alaska au Massachusetts, au Vermont, jusqu'à l'État de New York. Donc, le Québec est présent, mélangé dans le tout américain. Les liens ne sont pas toujours très proches entre ces communautés, mais ils existent. Le Québec, comme je mentionnais, est en faveur d'un libre-échange économique avec les États-Unis. Et on sait en même temps que nous sommes à la marge d'un empire qui n'est pas comme d'autres empires d'influence continentale. Il y a un empire à côté de nous qui a une influence mondiale. Donc, on a l'impression parfois de vouloir être le plus invisible possible, et la langue française le permet, mais en même temps, les vents qui soufflent sur les États-Unis, bien sûr, ne sont pas sans influence sur ce qui se passe au Québec. Enfin, le Québec a connu des succès culturels, commerciaux qui ont raffermi sa confiance en lui-même. Que l'on pense au Cirque du Soleil, à certains chansonniers comme Céline Dion. Donc, surtout dans le domaine de la culture populaire, il y a des succès commerciaux, culturels aux États-Unis qui instituent une nouvelle relation que celle avec la France, qui porte plutôt sur la culture restreinte. Que pouvons-nous dire finalement du rapport du Québec à la francophonie? La francophonie est un concept qu'on voit parfois de façon abstraite, parfois comme la suite de l'empire colonial français, parfois simplement comme ceux qui ont comme langue commune le français, mais qui cache des disparités à la fois économiques, géographiques et d'influence considérables. Je donnerai un seul exemple pour bien saisir ce rapport à la francophonie. Lorsqu'en France, on parle de littérature francophone, on inclut toutes les littératures sauf la littérature française. Donc, la francophonie, d'un point de vue français, est tout ce qui n'est pas hexagonal, donc de la France continentale. D'un point de vue du Québec, si on parle de littérature francophone, cela désignera tout ce qui n'est pas écrit en France et tout ce qui n'est pas écrit au Québec. Et vous voyez donc que la francophonie pour le Québec signifie tout ce qui n'est ni français ni québécois, donc tout le reste. Donc la francophonie pour la France et pour le Québec est tout ce qui n'est pas soi-même et la France. Donc, le rapport d'adhésion à cette francophonie est relativement faible. Aussi, la position du Québec par rapport à d'autres pays francophones, si on pense à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique, n'est pas dans un rapport post-colonial immédiat. Les Québécois ne sentent pas une relation coloniale par rapport à la France. Ça fait déjà 200, 250 ans que cette relation s'est consumée. En même temps, les relations du Québec à la France sont inégales en forme de la population, du prestige de la culture française, du centre que constitue Paris dans la culture de langue française par rapport au centre qu'est Montréal. Donc la relation est inégale, un pays 8 fois plus populeux, qui a une antériorité historique et un prestige beaucoup plus grand que ce qu'est le Québec. Enfin, le Québec est aussi un pays d'immigration, comme le reste de l'Amérique du Nord, comme l'est la France en Europe, mais d'une manière beaucoup plus marquée au Québec. Et l'une des dernières immigrations qui marque le Québec dans la période contemporaine, c'est l'immigration de jeunes Français de 20 à 30 ans qui s'installent au Québec, à Montréal. Donc, tout à coup, il y a une refrancisation du Québec par l'arrivée de ces immigrants jeunes qui veulent découvrir en Amérique une société plus facile, où il est plus facile de se réaliser. Quelques mots maintenant, en terminant, sur l'histoire littéraire et culturelle. L'histoire littéraire et culturelle suit essentiellement le développement de l'histoire politique, au sens où, quand on est une petite culture, les liens entre l'histoire et la culture sont très proches. On le verra ici dans ce résumé historique où vous voyez encore une fois que la culture s'est appelée de la même façon que s'appelaient les gens, culture québécoise,
culture canadienne-française, culture canadienne, culture française en Amérique. Les débuts de l'histoire culturelle commencent bien sûr avec des origines des Premières Nations, Amérindiens et Inuits, qui occupent le territoire bien avant les Européens. Ensuite, quelques expériences coloniales en Nouvelle-France feront en sorte que, sous la forme de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une société élitiste très cultivée et une population générale très pauvre, existera une culture un peu comme on a retrouvé dans l'ensemble des colonies de la France. Ce qu'on appelle l'exercice de l'opinion publique, donc l'arrivée de la démocratie dans la presse, arrive comme ailleurs en Occident au début du 19e siècle. Et cela développe une littérature, notamment sous l'impulsion de l'interdiction du français au Parlement qui a secoué la population et donné tout un courant littéraire et culturel qui, au contraire, voulait démontrer l'existence de la culture québécoise en histoire, en littérature et en culture en général. Le premier fait marquant de la littérature québécoise est certainement Émile Néligan, un poète qui a tout écrit son œuvre à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, avant d'être enfermé dans un hôpital pour aliénés, comme on disait à l'époque, jusqu'à la fin de sa vie. Son œuvre est probablement l'œuvre la plus connue, même aujourd'hui, parmi le lectorat québécois. Suite à Émile Néligan s'ouvre une période de régionalisme où il s'agit en fait de comprendre et d'illustrer les particularités régionales, linguistiques et dans ce cas religieuses du Québec par rapport à la France. Donc un mouvement d'indépendance littéraire par rapport au domaine français. Arrive à la fin de cette période de grande noirceur que j'ai mentionnée dans le domaine politique et en préalable à l'ouverture de la Révolution tranquille d'un point de vue politique, en 1948, des artistes, des danseurs, des écrivains, des poètes vont faire un manifeste qui sera déterminant pour la suite du Québec, qui s'appelle Refus global. Refus global est en fait sous le régime négatif dans son titre, un refus, mais en réalité, au contraire, c'est l'ouverture à l'imagination, l'ouverture à la créativité, l'ouverture à la démocratie qui s'annonce dans un recueil de poésie et qui se manifestera ensuite dans le roman, dans l'essai et bien sûr dans la société en général. La période des années 60 est celle de la reconnaissance de nombreux romanciers et romancières, Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Hubert Aquin, et en 1968, Michel Tremblay, un dramaturge, avec sa pièce Les Belles Sœurs, crée un choc linguistique au Québec en mettant sur scène ce que l'on ne mettait jamais sur scène, c'est-à-dire le joual, la langue populaire des quartiers populaires de Montréal. Donc, Michel Tremblay, dans son œuvre, a voulu revaloriser cette langue en la rendant publique et en disant voilà une langue québécoise qui a été ignorée alors que toutes nos racines se retrouvent dans ce mélange linguistique qui vient d'ancien français, d'anglais et du français. Pendant une certaine période, les gens ont cru que la littérature québécoise s'écrirait en joual. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on lit des œuvres contemporaines, on pense à celle de Lise Tremblay par exemple, on trouvera un registre linguistique très varié, incluant le joual, mais le joual n'est plus prédominant. Suite à ces courants des suites de la Révolution tranquille en littérature, on arrivera en 1982 à un courant fascinant qui s'appelle les écritures migrantes. C'est en fait un courant qui est venu de la reconnaissance de la multiplicité des immigrations qui ont façonné le Québec. Et tout à coup, des écrivains venus de Chine, du Brésil, d'Haïti, d'Afrique du Nord, du Liban, sont devenus au cœur et au devant de la littérature du Québec, mettant la question à la fois de la descendance culturelle, du choc entre la rupture du monde de l'enfance au monde de l'immigration qui apporte un changement d'identité, de l'identité qui est fluide et qui est multiple au cœur de la littérature. Et les courants qui suivent tableront sur cette idée de redéfinition de l'identité comme multiple dans les suites. C'est vrai, par exemple, au tournant du 21e siècle, par un courant qu'on s'appelle le courant de la désespérance, dans le néo-régionalisme, mais aussi dans le courant des littératures amérindiennes et inuites, donc les Premières Nations et inuites, qui deviendra un courant au devant de la scène.
Donc, si on regarde ce qu'on a aujourd'hui, on a à la fois ce premier courant qui s'appelle de la désespérance, c'est-à-dire des gens qui voient dans l'identité une instabilité qui se manifestera dans les œuvres littéraires, et on peut placer l'œuvre de Lise Tremblay dans ce cadre. Un deuxième courant où les gens vont revisiter les régions à partir du point de vue montréalais. Donc, plusieurs des Montréalais sont nés en région et sont déménagés à Montréal. Et ce nouveau regard vers les régions permettra de voir, d'une part, la variation de l'identité lorsqu'on immigre même dans un même pays, c'est-à-dire qu'on passe dans un contexte rural vers un contexte urbain. Par exemple, l'œuvre de Samuel Archibald Arvida, et finalement, dernier courant qui s'appelle de l'autochtonie, donc lié aux autochtones. Par exemple, ici, Naomi Fontaine, avec son roman Cuessipan. Naomi Fontaine est d'origine Innu, donc c'est un peuple premier du Québec. Elle écrit en français. Elle fait partie de la littérature québécoise et de la nouvelle littérature Innu. Donc, elle n'est pas québécoise, mais Innu, mais vit sur le territoire du Québec. Donc, vous voyez, la question de l'identité, bien qu'elle se détache du contexte politique des années 60, est encore présente dans la littérature québécoise d'un point de vue plus individuel, plus limité dans le groupe dont il est question, mais en même temps pose des questions universelles. Est-ce que l'identité change? Comment? Et est-ce que le fait de se déplacer d'un endroit à l'autre, même dans son pays, provoque un changement identitaire?